Il est une des voix scientifiques qui parle avec dextérité de la République démocratique du Congo et de la région des Grands Lacs. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous, soit dit. Vous le savez, vous connaissez le principe. Un invité est avec nous sur le plateau. Des questions importantes d'actualité politique sont mises sur la table. Nous tentons de les décortiquer avec lui. L'actualité reste dominée en RDC par ces revirements, s'il faut le dire comme ça, du président Tshisekedi qui annonce sa volonté d'organiser un dialogue inclusif. Faut-il cette fois-ci croire à Tshisekedi ou non? On parlera de ça. On reviendra sur l'épineuse question du changement de la Constitution, surtout que lui est quand même parmi les gens qui ont réfléchi à ces textes-là. La situation sécuritaire dans l'Est de la République, avec la batterie des sanctions et les moyens mis en œuvre pour tenter de sortir le pays de tous ces marasmes-là, seront également à l'ordre du jour de cette émission. Notre invité, il nous fait donc un grand honneur de nous visiter aujourd'hui, c'est le professeur Bob Kabamba. Professeur, bonsoir. Bonsoir. Toujours un grand plaisir, un grand honneur de vous avoir, prof. Bienvenue sur ce plateau. En tout cas, merci pour l'invitation. On vous a cherché comme les chrétiens cherchent Jésus aujourd'hui, demain, donc on s'est ça honoré. Je suis là. De vous avoir sur les plateaux, c'est le plus important. Bob Kabamba, quand on parle de vous au Congo, on vous voit plus sur le plan scientifique. Vous êtes professeur à l'université de Liège ici, mais politiquement, votre cœur bat pour qui? Je sais que vous êtes un écolo ici, vous aimez beaucoup l'écologie, vous êtes dans la lutte pour le réchauffement, contre le réchauffement climatique et tout ce qui concerne l'écologie, mais au Congo, vous êtes plutôt de la gauche, plutôt de la droite, plutôt de l'UDPS, plutôt du PPRD. Quelle est votre tendance politique au pays? Alors, au pays, je vais dire simplement parce qu'il n'y a pas un courant écologiste, simplement ça. C'est-à-dire remettre un peu... Mais il y a un parti écologiste au Congo, non? Non, remettre l'écologie politique au centre du débat politique. Malheureusement, aucun parti politique n'a cette idéologie-là. C'est-à-dire, grosso modo, avoir trois piliers, l'environnement, le social et l'économie. Tu ne peux pas avoir l'économie sans préserver l'environnement. Tu ne peux pas avoir l'environnement sans avoir le social. Pour que les trois puissent arriver à être combinés et permettre à ce qu'on puisse avoir véritablement ce qu'on appelle un développement durable. Malheureusement, quand vous regardez les différents projets de société pour les partis qui ont des projets de société, cette dimension-là ne s'y retrouve pas. Mais ça n'empêche pas que l'on essaie quand même, dans la mesure du possible, de se battre pour que, progressivement, que cette idéologie puisse être appropriée par les Congolais. Donc, politiquement, votre cœur n'est pas nulle part au Congo. Donc, vous n'avez pas... Écologiste, c'est de gauche, gauche sociale, sociodémocrate, etc. Mais malheureusement, on va dire, quand vous lisez les projets de société de ces différents partis politiques, ceux qui en ont, vous allez vous rendre compte que des fois, c'est des melting pot. On vous met du communisme, on vous met du libéralisme, on vous met ceci, on vous met ci, on le mélange, et ça n'a pas vraiment une base idéologique, malheureusement. Or, quand on parle des partis politiques, il y a toujours une base idéologique. Et c'est sur cette base idéologique que se découlent, au fait, des décisions qui doivent être prises pour mettre en œuvre. Je suis écologiste, ça veut dire quoi? Je dois me battre pour la préservation de la forêt, par exemple. La forêt équatoriale, ne plus couper les arbres n'importe comment, ne pas permettre aux Chinois de venir faire n'importe quoi par rapport à la préservation de cet espace qui est hyper important, non seulement pour le Congo, mais aussi pour le monde entier. Se battre pour ça, ça veut dire aussi que les gens qui vivent là-bas doivent aussi tirer profit de cette préservation. Et aussi, ça doit rapporter des moyens pour l'État. Et ça, malheureusement, on ne l'a pas. Et comme on ne l'a pas, on a des chipotages dans tous les sens, c'est vraiment un brouillon de mise en œuvre de politiques et qui ne permettent pas justement d'avoir une lecture saine de ce que c'est que la politique au Congo. On ne fait pas une émission sur l'écologie ici, mais j'ai un écologiste patenté que vous êtes là. Permettez-moi d'ouvrir un peu cette fenêtre. Mais certaines personnes estiment que l'idéologie écologiste telle qu'elle est conçue ici en Occident est tout simplement une sorte de néocolonialisme aussi. C'est vous ici en Europe qui produisez, qui avez des usines, qui avez des centrales nucléaires. Mais vous imposez aux autres, les nègres que nous sommes, à ne pas produire du pétrole quand il y en a dans des zones à protéger, à ne pas couper les arbres, à ne pas à faire ceci. C'est vous qui mettez les gaz à effet de serre énormément, alors que nous, en Afrique, on ne les fait pas. Mais c'est nous qui subissons les dictats. Est-ce que vous ne pensez pas que, loin d'être un idéal, une vertu, l'écologie est aujourd'hui aussi utilisée comme une sorte d'arme néocolonialiste contre les pays africains, par exemple? Je suis tout à fait d'accord avec vous. Vous avez raison par rapport à l'analyse que vous venez de faire. C'est tout à fait correct que le fait est acquis que l'Occident est le principal responsable de la pollution dans le monde. Oui, ça c'est un fait. Et alors maintenant, quand on parle justement de pouvoir arriver à changer les choses, oui, on veut imposer effectivement aux pays en développement de pouvoir ne pas suivre la même voie. Mais ce que je défends toujours, c'est que l'Occident doit payer.
doit payer pour cette pollution. Et le montant dont on parle de pouvoir se dommager, ça veut dire, oui, je suis responsable de dégâts que j'ai commis. Alors, si je suis responsable des dégâts que j'ai commis, je dois payer. Et comment je vais payer? Ça veut dire que je dois payer ceux qui n'ont pas encore fait des dommages comme je l'ai fait. Mais malheureusement, ce débat-là... On est dans des promesses, dans ces débats-là. Oui. On organise des COP 21, le COP 22, c'est si, plein de promesses, des milliards, mais on ne le retient pas. Parce que tout simplement, l'Occident ne veut pas payer ce qu'ils ont détruit sur cette planète. Et comme ils ne veulent pas payer, il faut qu'il y ait suffisamment de pression pour que l'Occident paye, et que si l'Occident ne paye pas, je suis tout à fait d'accord avec vous, que les pays en voie de développement ne peuvent pas accepter ce système tant qu'il n'y a pas dédommagement clair de la part de l'Occident. Professeur, j'adore ces thèmes d'écologie. Peut-être que je vous retrouverai un jour seulement pour qu'on fasse parler de l'écologie. Moi, ça me turlupine un peu quand on parle d'écologie, alors qu'on a le deuxième poumon écologique du monde, après le bassin de l'Amazonie, c'est le bassin du Congo. Mais comment expliquez-vous, vous experts, vous écologistes, que quand on parle du bassin du Congo aujourd'hui, on voit que ça se passe au Gabon, on voit que c'est le Congo-Brazzaville, quand on a notamment la question des tourbières, etc., alors que nous avons la grande capacité de captation chez nous, mais ça se passe plutôt ailleurs. Ça, c'est la responsabilité du Congo, c'est l'inconscience, c'est les responsabilités. Vous justifiez ça comment? Vous, belgo-congolais. Très facile à comprendre. Au fait, il y a deux logiques. Quand vous regardez, il faut revenir en arrière. Quand vous revenez en arrière depuis la colonisation, et même à l'époque de Mobutu, c'est qu'il y avait une politique de préservation de la forêt. C'est-à-dire que, même à l'époque de Mobutu, il était clair qu'on ne va pas se mettre à exploiter la forêt parce qu'on veut d'abord étudier ce qu'il y a dans cette forêt pour espérer commencer maintenant l'exploitation. Et ça, depuis l'époque coloniale, même à l'époque de Mobutu, la politique a continué. Mais alors, qu'est-ce qu'on a remarqué? Dans les autres pays du bassin, eux, ils n'ont pas appliqué la même technique, la même politique que Mobutu. Ils ont appliqué une technique, une tactique, une politique d'exploitation de la forêt. Et donc, le Gabon, le Cameroun, Centrafrique ont exploité, même le Congo-Brazzaville, ils ont exploité cette forêt. Et quand ils ont exploité la forêt, ce qui n'est pas le cas de la forêt au niveau du Congo, et qu'eux maintenant se retrouvent en difficulté du fait qu'ils ont déjà beaucoup exploité, et ils veulent maintenant, en disant, nous allons régénérer ce qui a été coupé, ce qui a été exploité. Or, au Congo, ce n'est pas le cas. Et donc, les dynamiques ne sont pas les mêmes. Malheureusement, cette dynamique-là que nous avons en RDC n'est pas suffisamment exploitée, n'est pas suffisamment mise en œuvre. Plutôt, le Congo-Brazzaville, Gabon, Centrafrique, qui mettent en avant, eux, que le fait qu'ils veulent refaire cette forêt et ils attirent les financements pour ça. Mais par contre, au Congo, où on n'a pas beaucoup exploité, on n'attire pas les financements pour préserver ce qui est. Et ce qui est vraiment dommage, alors que l'on peut véritablement impulser une politique qui va capter effectivement ces investissements pour que le Congo n'exploite pas. Les autres ont exploité, ils ont l'argent pour renouveler. Alors nous, on n'a pas exploité, on n'a pas d'argent. C'est là où il y a toute l'ambiguïté. Donc ça répond de gouvernance, des politiques à l'intérieur du pays. Tout à fait. Professeur, vous reviendrez pour qu'on parle de l'écologie. Allez, on revient à la politique. Je pose la question dans le contexte congolais. Oui. Vous êtes un katombiste, vous êtes un tshisekidiste, vous êtes un kabiliste. Vous vous sentez où? Parce que sur le plan de l'idéologie, vous ne vous retrouvez pas. Par rapport aux attachements individuels sur le plan politique, je parle du Congo. Ben, je suis attaché au Congo. Je suis attaché au Congo, je suis né au Congo, j'ai fait ma scolarité au Congo, je suis venu faire l'université en Europe, et donc je suis attaché au Congo. Mon père est congolais, ma mère est congolaise, mes frères et sœurs, etc. Nous voulons que ce soit un Congo uni, un Congo prospère, un Congo qu'on parle différemment que du viol, que des guerres, que du tribalisme, que des détournements, que de la corruption, classement des pays. On est parmi les plus pauvres du monde. Le fait aujourd'hui, il y a Ebola qui est en train de décimer une grande partie de nos compatriotes. Pourquoi? Parce que tout simplement, l'État est en déliquescence. L'État n'est même pas en mesure de pouvoir organiser une riposte correcte pour endiguer cette maladie. Et qu'est-ce qu'on a? On a une propension qui continue en Ituri, et maintenant on a d'autres provinces qui sont aussi touchées. Et on trouve ça normal que, ben oui, on a Ebola et que ça continue, alors que c'est ça. Alors, c'est pour ça que je dis, je me retrouve congolais et que je dois apporter ma contribution à ce que ce Congo redevienne le Congo que l'on espère et que l'on imagine, non seulement pour nous, mais aussi pour les générations futures. Professeur Bob Kabamba, vous êtes belgo-congolais, oui. Un spécialiste en droit. L'actualité politique reste dominée aujourd'hui par la question du dialogue inclusif, on va en parler, mais cette question est arrivée dans l'actualité à cause de la volonté du président Tshisekedi de changer la Constitution.
Il dit que le président, la constitution que nous avons n'est pas en adéquation avec nos valeurs aujourd'hui et que c'est une constitution qui a été rédigée à l'étranger. On cite notamment l'université belge de Liège, où vous êtes professeur. Je sais que d'une certaine manière, vous avez participé à la rédaction de cette constitution. Dites-nous, est-ce que c'est vous, les Belges, qui nous avez importé la constitution que nous avons aujourd'hui? Est-ce que cette constitution actuelle qui dirige aujourd'hui les Congos, qui régente un peu la vie chez nous en RDC, est-elle en adéquation ou en inadéquation avec nos réalités? Je vais vous faire rire. Hein. Je peux vous dire que cette constitution est en adéquation avec les réalités du Congo. Premièrement, vous devez savoir qu'on a eu d'abord la période après l'indépendance, avec tout ce qu'il y a eu comme guerre civile, etc. On a eu un coup d'État, on a eu un régime dictatorial, et puis on a eu encore une guerre avec un président qui est arrivé, qui a été assassiné, et puis on a eu cette phase de transition. Lorsque vous regardez l'histoire politique du Congo, les Congolais vous disent on ne veut plus d'avoir des hommes providentiels, on ne veut plus avoir des dictatures, on ne veut plus avoir un monsieur qui va être le centre du monde, qui va décider du A, B, C. Les Congolais n'en veulent plus. Autre chose, vous devez savoir que tous les Congolais sont véritablement attachés à leur terre. Vous, quand je vous entends des fois parler, vous parlez de votre village. Vous parlez de votre village, vous avez la nostalgie de chez vous, etc., etc. Ça, c'est une réalité. C'est une réalité qui est congolaise. Il y a la réalité de la terre, de chez vous. Il y a une réalité tribale. Il y a une réalité ethnique. Il y a une réalité provinciale. Et puis, il y a une réalité nationale. Quand vous connaissez ça, et que vous regardez ce qu'il y a dans ce texte, vous allez vous dire, c'est tout à fait ce que les Congolais veulent. Pas de dictature. Même si, dans le cas actuel, on peut dire, du fait qu'on contrôle toutes les institutions, quand vous contrôlez toutes les institutions, que vous pouvez nommer tout ce que vous voulez, vous avez une espèce de dictature de fait. Mais sur le papier, ce n'est pas ça. Vous avez les identités qui sont bien confirmées. Vous avez les identités au niveau des territoires, avec les tribus, etc., avec l'organisation coutumière qui est reconnue. En disant, oui, il y a quand même une autorité coutumière qui est reconnue. On donne même à ces entités qui composent la RDC une certaine autonomie pour pouvoir véritablement répondre à des problèmes locaux. Si je suis à Cabinda, ok, il y a un problème de pollution, je ne vais pas attendre que Kinshasa vienne résoudre ce problème de pollution à Cabinda, je vais me rendre à tout près à l'autorité qui est près de moi pour qu'il puisse apporter une solution. Et ça, c'est la demande du Congolais. Et ensuite, ça passe par quoi, vous savez? Il faut qu'il y ait des moyens qui reviennent au niveau de ces niveaux-là. Alors, on a dit quoi? On a mis 40% prélevés à la source, même si ça a été compliqué pour mettre en œuvre. C'était pour permettre à ce que tous ceux qui sont dans les réalités au niveau local puissent arriver à avoir des moyens pour pouvoir répondre à des besoins de la population de manière directe. Et c'est une façon aussi pour les populations, ça tout le monde le veut. Je ne vais pas attendre d'arriver à Kinshasa pour gifler l'autorité qui ne fait pas son travail. Mais j'ai la possibilité de sanctionner à partir de la maison. Et ça, c'est congolais. Ce n'est pas que c'est congolais. Et de plus, encore autre chose. Sur la question même, on parle beaucoup souveraineté. Que la Constitution donne la possibilité de céder les territoires. Voilà, la question de double nationalité n'est pas reprise dans la Constitution. Exactement, même vous, Bob Kamama. Aujourd'hui, en réalité, vous n'êtes pas congolais. Au regard de notre Constitution, alors qu'on peut... Ça aussi, c'est ce qu'on évoque pour changer la Constitution. Ça ne demande pas de changer une constitution par rapport à la nationalité, c'est juste une révision constitutionnelle, c'est tout. Il suffit de réviser cet article, l'article qui définit que la nationalité congolaise elle est une et exclusive. Il suffit simplement de la changer et de dire, oui, on va réviser la constitution par rapport à la nationalité, c'est permis. C'est permis de pouvoir le faire, mais bon, apparemment, ce n'est pas nécessairement une des priorités pour le moment par rapport à cette question-là. Et donc, pour moi, cette constitution, véritablement, répond aux réalités et au dynamisme politique, social, culturel, ethnique, national du Congo. Même la question minière, elle est simple. Oui, le Congo est souverain sur la terre et le sous-sol. C'est un prétexte que de dire que cette constitution n'est pas en adéquation avec nos réalités. C'est un prétexte. C'est un prétexte, simplement. C'est tout simplement, on essaie de trouver des paravents par rapport à un objectif que nous tous, nous le savons. Vous savez que nous sommes au mois de juillet, bientôt au mois d'août 2026. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il reste 17 mois avant la fin du mandat de Félix Tshisekedi. 17 mois. Et or, quand vous regardez aujourd'hui, pour avoir participé, aidé à organiser les élections depuis quand même plusieurs années, pas qu'au Congo, mais dans beaucoup d'autres pays africains, je vous assure que
il est impossible de pouvoir organiser les élections pour décembre 2028. Vous dites quoi? Techniquement, financièrement, c'est impossible. C'est impossible. En 2028, il n'y aura pas élection. Les Congolais vous regardent. Il n'y aura pas de machine. Il n'y aura pas d'élection en 2028. Pas de fichier électoral. Pas d'enrôlement de nouveaux électeurs, etc., etc. Pas de matériel, parce que vous savez tout ce qui s'est passé avec tous les matériels qu'on a dû payer $1,5 milliard en sachant bien que ça n'a pas coûté $1,5 milliard, mais une bonne partie de cet argent a été détourné. C'est connu dans tous les rapports, il y a aucun, ce n'est pas un scoop, c'est vraiment dans tous les rapports. Et il faut refaire tout le processus. Et pour refaire le processus, ça veut dire, il faut des machines, il faut encore refaire le fichier électoral. On ne le fait pas le fichier électoral en un mois. On ne le fait pas en un mois. Donc, quand vous devez déjà commander et arriver au Congo, répartir sur tout le territoire du Congo, refaire la liste des électeurs. Après ça, vous devez adapter toute une série de mesures qui doivent être adaptées pour pouvoir arriver à avoir ne fût-ce que ce fichier pour vous permettre de pouvoir aller aux élections. Et après les élections, on nous a dit qu'on a eu les machines à voter. Bon, ces machines à voter, on sait très bien qu'une bonne partie de ces machines à voter ont disparu dans la nature, d'autres sont restés dans les maisons, etc. Les rapports. Donc logiquement, les élections pas en 2028. Si on doit rester rationnel pour vous, des probables élections dans ces contextes ici, il faut le mettre quoi? 2030, 2035? C'est-à-dire que si un processus commence aujourd'hui, il faudra compter 2029-2030. Or, le processus n'a pas commencé. Le processus n'est nulle part. Il n'y a aucun signal qui est donné. Et même la feuille de route que la CENI avait elle-même publiée en disant « Mais voilà le canevas pour arriver aux élections en décembre 2028 », même ce canevas, il est complètement dépassé. Et il est complètement dépassé. Et comme il est complètement dépassé, qu'est-ce qu'on va faire? Et alors, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, qu'est-ce que c'est qu'elle dit? OK, je suis sûr qu'on va glisser. Mais on ne glisse pas n'importe comment. On ne glisse pas n'importe comment, on ne glisse pas par comme ça en disant oui, je vais glisser. Mais il faut qu'il y ait un processus qui amène le glissement. Et le processus qui amène le glissement, c'est quoi? C'est le processus du dialogue. Et c'est ça, au fait, le fait que Tshisekedi se précipite. On parlera de dialogue. On parlait du changement de la Constitution. Oui. Si vous dites que la Constitution est en adéquation avec nos réalités, je parlais de la question où il dit que ça a été rédigé à l'étranger. Ça, vous dites que c'est faux. Hein. Ce ne sont pas les étrangers qui l'ont rédigé. On accuse l'université de Liège, où vous êtes enseignant, d'avoir rédigé cette constitution. Alors, ce que je vais aller très très clair. Donc, quand le gouvernement congolais vient en Belgique, surtout le Sénat de la transition, vient en Belgique pour demander une expertise, pour avoir un texte quand même qui soit aux standards internationaux. On contacte plusieurs universités, on a contacté plusieurs universités ici en Belgique, et qu'il y a l'université de Liège qui a répondu, et par mon intermédiaire, en disant, OK, est-ce qu'il y a moyen de pouvoir essayer de voir dans quelle mesure réunir une équipe pour pouvoir aider, effectivement, la RDC à rédiger ce texte. Qu'est-ce qu'on a fait? Je n'ai pas pris des constitutionnalistes belges. Les constitutionnalistes sont au Congo. Et on a pris les meilleurs, je vous assure, on a pris les meilleurs constitutionnalistes du Congo. Évariste Bochab, Mampouya, Feu Augustin Kabouya. Augustin Kabouya. Feu Augustin Kabouya, oui. Okay. Oui, le professeur Kabouya, qui est décédé. Kabouya Lumona. Kabouya Lumona, c'est Augustin Kabouya. Augustin Kabouya, c'est à l'UDPS. Ah, pardon. Non, c'est le professeur Kabouya Lumona. C'est comme ça que j'étais surpris quand Augustin Kabouya, depuis quand il est député. C'est celui-là. C'est le professeur Kabouya Lumona. Père à son âme, vraiment un grand monsieur, etc., fédéraliste jusqu'au bout. Okay. Et on a réuni une équipe vraiment la crème de crème. Et il y avait aussi Ladjim Bodj, qui est professeur à Dakar et qui a travaillé avec Moustapha Niasse sur le texte de la transition. Okay. Et qu'il était important que Ladjim Bodj soit aussi de la partie avec nous. Donc l'équipe était essentiellement composée des Congolais. Oui, alors maintenant, là où, quand on a envie de faire mentir les choses, c'est que vous savez qu'il y a beaucoup des gens qui passent. Hein. Vous avez le président de la Cour constitutionnelle, par exemple, de France, du Conseil constitutionnel français, qui est passé à Kinshasa. Et puis qui passe à Kinshasa, et puis on lui dit que non, on est en train de travailler sur la Constitution. Ah, il dit, OK, ça va, je vais venir je vais lire un peu pour donner mon avis. Et donc, on réunit nos collègues avec lui, on discute avec lui, etc., etc. Il nous fait des remarques, etc., par rapport à tel point, par rapport à tel point. Il part. On a eu des Polonais, on a eu des Turcs, on a eu des Américains, on a eu des Suisses, en fait, qui passaient comme ça. Donc, ils passent et qui donnent leur avis. Mais le texte... La matrice, l'essentiel, c'est les Congolais. Les Congolais sont les Congolais. Donc, vous, avec l'Université de Liège, vous n'êtes venu en aide. Vous êtes venu en aide. Oui. Et alors, c'est que je vais me faire rire. Vous savez, il y a le débat qu'il y a souvent. Oui, fédéralisme, unitarisme.
Mais c'est un combat congolais, ça. Depuis l'indépendance. Lumumba, unitariste, Kasavubu, fédéraliste. Mais ce combat-là, on l'a eu au sein de l'équipe des professeurs. Le champion de l'unitarisme, Évariste Bochab. Le champion du fédéralisme, Feu Kabouya Lumona. Tous voulaient le centralisme, le fédéralisme. Et ça a été un choc, je peux vous dire. Ça, c'est un débat congolo-congolais. Rien à voir avec la Belgique. Rien à voir avec la Belgique. Rien à voir avec la Belgique. Depuis que le Congo existe, ce combat-là a toujours existé. Ouais. Depuis l'indépendance, ça a toujours été. Et avec des Tchombé qui ont fait des sécessions, etc. Et tout ça, au niveau du Kassai, etc. Donc, c'est un combat qui existe. Les Moulopoué au Kassai, même il y a eu des tentatives, même au Kivu là-bas, etc. Et tout ça, quoi. C'est un combat qui existe. Donc, c'est une bagarre qui existe dans le fondement. Et donc, on a eu deux professeurs qui sont de deux écoles différentes, qui se sont affrontés dans l'écriture de ces textes. Et pour pouvoir arriver à avoir un compromis, c'est pour ça qu'on a enlevé on a une espèce de forme hybride. C'est une forme hybride et qu'on appelle fortement décentralisée, qui a des attributs de fédéralisme et qui a aussi des attributs d'unitarisme. Et ce n'est que ce compromis-là, qu'entre Congolais, quand on est arrivé effectivement à se mettre d'accord par rapport à ces compromis, qu'on a finalisé cette... Donc c'est un mensonge. Vous, là, à l'extérieur, vous n'avez pas rédigé notre constitution. On n'a pas rédigé. Quand on dit que c'est chez vous, ici, Bobo Kabamba, entre autres, ici à Liège, ou avec les Belges, avec les étrangers, vous avez rédigé notre constitution, la caméra est là, vous dites que c'est faux. Ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été ça. Ça n'a jamais été ça. Et je vais même vous dire que j'ai fait 4 mois à Kinshasa, dans le cadre de ce travail-là, avec tous mes collègues congolais. Donc on était ensemble pendant 4 mois. On a travaillé de 6 heures, des fois 8 heures, 20 heures, 22 heures, 23 heures, minuit. Et c'est même arrivé le jour qu'il y a eu la finalisation donc, du texte, avant d'aller le présenter maintenant au Sénat du Congo. Ben, on a passé 48 heures en train de tout relire pour être sûr qu'on a bien tout fait, les références, etc. On a tout toiletté, etc. pour être sûr vraiment que tout est nickel. Et qu'est-ce qu'on a fait après ça? On est allé remettre, et ce n'est pas les étrangers qui sont allés remettre ça au Sénat. Ben, j'ai été coordonnateur, parce qu'on m'a demandé de coordonner. Donc j'ai coordonné toute cette équipe-là. Donc coordination de l'équipe, et avec quelques-uns de mes collègues, nous sommes allés remettre le texte final au Sénat, et qu'une fois qu'on a remis le texte final au Sénat, le Sénat s'en est approprié. On a fait des séminaires pour bien expliquer ce qu'il y a dedans, etc., qui nous pose des questions, voilà, et par rapport aux amendements. J'ai participé à la commission, donc à la commission du Sénat, pour adopter ce texte, pour pouvoir répondre à chaque fois aux sénateurs pour telle disposition, telle ceci, etc., pour bien expliquer ce qu'il y a dans ce texte-là. Une fois que ça a été adopté, c'est allé à l'Assemblée nationale, et ça a été le même parcours à l'Assemblée nationale. J'ai été à la commission PAJ pour aider justement, pour pouvoir répondre aux différentes questions que les députés à ce moment-là se posaient. Et l'Assemblée nationale, sous la présidence donc, de Kamitatou, a adopté. Une fois qu'ils ont adopté, a été soumis au référendum, comme vous le savez, en 2005. En 2005, okay. Décembre 2005, et promulgué donc, en 2006, au mois de février. Et oui, tout ce travail-là, il n'y a pas que ce travail-là qu'on a fait. Après ça, mais il faut tout le reste. Il faut la loi sur la CEI, il faut la loi sur les électeurs, il faut la loi électorale, il faut la loi sur la décentralisation. Et alors tout ça, on appelait ça, il faut la loi électorale, donc tout ça, on appelait ça la législation essentielle. Et donc après la Constitution, on a continué le travail avec les législations essentielles, donc toutes les lois que je viens de vous dire, aussi bien avec l'Assemblée qu'avec le Sénat de l'époque, pour que toute la machinerie puisse véritablement fonctionner. Et puis, n'oubliez pas encore une chose, M. Perrault, c'est qu'à ce moment-là, on est dans le système 1+4 avec le SIAT. Et donc, les SIAT avaient mis en place... Le comité international d'accompagnement de la transition, qui était comme la belle-mère. Donc, il y avait vraiment des gens qui vous regardaient, il y a des gens qui... Oui, mais vous savez, quand on mettrait d'étrangers, mais le comité technique du SIAT me traitait de Congolais. En disant, oui, non. Comment je défendais, par exemple, bêtement, la question de l'homosexualité. Bêtement, la question de l'homosexualité. Alors, est-ce que vous pensez que dans ce texte-là, l'homosexualité est permise? Est-ce que c'est congolais? Ce n'est pas congolais. Et donc l'homosexualité est interdite. Il n'y a pas d'homosexualité. Et donc, quand je vais présenter au SIAT le document, il y a des ambassades qui insistent et qui disent non. Il faut mettre la liberté de l'homosexualité. Oui. Et alors, ça c'est pour l'anecdote.
Ça a été tellement aussi un combat avec les parlementaires qu'ils ont même dit, est-ce que, non, ils ne sont pas sûrs que ce n'est pas compris. Et on a trouvé la formule, 2 personnes, virgule, de sexe opposé. Et quand vous mettez ça, et donc il n'y a plus de débat, 2 personnes de même sexe ne peuvent pas se marier. Et donc si on ne peut pas se marier, donc l'homosexualité est punissable par la loi congolaise. Et alors quand vous défendez ça devant le CIAT, devant tous ces ambassadeurs, ils vous traitent de quoi? De Belges ou de Congolais? C'est vraiment... mais si la Constitution est en adéquation avec nos réalités, la Constitution n'a pas été rédigée par les étrangers, pour vous, pourquoi Tshisekedi veut le changer? Est-ce que vous pensez que c'est aussi pour s'éterniser au pouvoir? Vous, dans vos analyses, pourquoi Tshisekedi veut absolument qu'on change la Constitution actuelle? Comme je l'ai dit tout au départ, il est fin mandat. Et comme on en est fin mandat, il n'a pas consolidé son régime. Quand on consolide un régime, c'est-à-dire qu'on consolide un régime pour que, si je ne suis plus président, quelqu'un d'autre peut continuer à être président à ma place. Ça, ce n'est pas dans la logique du régime actuel. Comment faire pour rester au pouvoir, bien que la Constitution m'interdit de pouvoir briguer un nouveau mandat? Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? 2 solutions. Première solution, coup d'État. Je me fais un coup d'État moi-même. Un faux coup d'État. Un faux coup d'État. J'ai dit, OK, ça c'est la Constitution de 2006, comme il le dit lui-même. Je vais jeter cette Constitution et comme ça, tout ce qui a été fait avec cette Constitution n'existe plus et je me autoproclame président de la République et je vais faire une nouvelle Constitution. Ça, c'est option. Deuxième option qu'ils se sont choisis, c'est que pour ne pas sortir de l'ordre constitutionnel, parce que s'il fait ça, il y aura des sanctions. Tout de suite, l'Union africaine va sanctionner et les organisations régionales vont sanctionner. SADC, CAC, East African Community, comme c'est interdit, ils vont être sanctionnés. Alors, pour ne pas sanctionner, pour ne pas sortir justement de l'ordre constitutionnel, et qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait ce qu'on appelle la loi référendaire. Et la loi référendaire est interdite par la Constitution. Le référendum ne se fait que dans 3 cas. Il n'y a pas d'autre cas. Il n'y a pas d'autre cas. Et comme il n'y a pas d'autre cas, eux, ils veulent ajouter un autre cas qui serait qu'on peut à tout moment essayer de soumettre un nouveau texte aux Congolais pour adoption. Et donc, ils ont choisi cette voie-là. C'est-à-dire qu'ils vont justifier en disant qu'ils ne sortent pas de l'ordre constitutionnel, puisque la loi référendaire va permettre à ce que l'on puisse organiser un référendum par rapport à une nouvelle constitution. Ce n'est que ça. Ce n'est que ça, tout le débat qu'il y a, c'est de pouvoir... Donc la fameuse loi d'Ngondankoïla, oui, c'est une loi qui ouvre seulement la porte pour un changement de la Constitution. Exactement, ce n'est que ça. C'est ça l'objectif. Et pour ne pas sortir de l'ordre constitutionnel, je ne sais pas si vous me comprenez. Oui, je comprends. Ouais, donc c'est-à-dire qu'on ne va pas renvoyer, on va dire qu'on reste dans la loi, on fait ce que la loi nous permet. Voilà. On n'a pas jeté dans la poubelle, mais on profite de cette porte-là. Et puis ils vont mettre en disant que la Constitution sera adoptée, si elle est adoptée par référendum, entrera en vigueur à la date de la promulgation, etc. Et dans les dispositions qu'il y aura, c'est-à-dire que toute n'ayant, l'ancienne constitution n'est plus d'application. C'est la nouvelle constitution qui est d'application et on remet à ce moment-là les compteurs à zéro. Donc la volonté ici, c'est Tshisekedi veut rester au pouvoir. Il n'y a rien à faire. Pour vous, Tshisekedi fait toutes ses manœuvres pour rester au pouvoir. Tout à fait. Ce n'est que des mécanismes pour essayer de rester au pouvoir parce que tout simplement, il n'a pas consolidé son régime. Et comme il n'a pas consolidé son régime, en sachant bien que s'il n'est plus président, j'ose croire qu'il y a quand même beaucoup de craintes qu'il puisse subir les mêmes sorts qu'il fait subir à son prédécesseur. Vous dites qu'il n'a pas consolidé son régime. Vous pensez quoi? Qu'il a beaucoup de cadavres dans le placard? Que Tshisekedi a tellement fait des dégâts qu'aujourd'hui, s'il n'est pas au pouvoir, il y aura tellement de choses contre lui? Bien entendu. On est à Bruxelles. Quand on est à Bruxelles, il suffit simplement d'aller au parquet pour voir un peu les nombres de dossiers qu'il y a. Les dossiers fiscaux, les dossiers d'assassinat, les dossiers d'agression contre votre personne, les dossiers de fraude sociale, c'est-à-dire vous avez des gens qui sont ici avec des revenus de remplacement, ça veut dire soit de CPS, soit de chômage, mais qui sont à Kinshasa en train de travailler et de gagner beaucoup d'argent tout en étant ici avec un statut de chômeur ou d'assisté social. Tous ces dossiers de corruption, vous avez suivi même dernièrement, vous ne pouvez plus échanger de l'argent à Bruxelles, en Belgique. Si vous avez des dollars que vous voulez les changer dans un bureau de change, et si c'est plus de 3 000 $, vous devez avoir votre carte d'identité et vous devez justifier pourquoi vous changez, vous avez des dollars. Tout ça pourquoi? Parce que tout simplement, il y a eu la machine Kinshasa qui a envoyé des dizaines de millions de dollars
à Bruxelles et ont échangé en euros, en cash comme ça, etc., n'importe comment, eh bien, les indicateurs ont sifflé pour dire non, là, il y a un danger. Il y a un danger. Donc, on a supprimé même beaucoup de bureaux de change qui ont été fermés à cause de ça. Donc, il y a quand même beaucoup de dossiers. Les meurtres des chérubins, toute une série quand même des problèmes qui sont instruits, le pillage des mines au Katanga qui avance au niveau de la justice belge. Et donc, tous ces dossiers-là, oui, parce que tout simplement, en étant encore président, on a une espèce d'immunité qui... Il a peur, tu sais qu'il dit. Il ne laissera pas le pouvoir facilement, il a peur. Non, il ne pourra pas laisser. Parce que s'il laisse le pouvoir, ça sera la catastrophe, et pour lui, et pour sa famille. Et il ne faut pas oublier que sa famille est belge. Et comme sa famille est belge et qu'elle vit au Congo, ben, elle ne paye plus d'impôts ici en Belgique. Elle ne paye plus d'impôts et qu'on doit, en tant que pays belge, doit regarder ce que ses citoyens font. Et lorsque l'on regarde ce qu'ils font en RDC, ben, c'est une partie des dossiers que l'on a au niveau de la justice. Et donc, il n'y a pas qu'en Belgique, il y a aussi dans d'autres pays où c'est pratiquement encore plus flagrant. Et donc, tout ça fait en sorte que s'il n'y est pas, ben, je ne pense pas qu'il aura un sort meilleur que celui qu'il réserve au président honoraire. Et qu'est-ce que vous dites de sa gouvernance, Tshisekedi? Vous parlez de la corruption, de violation grave des droits de l'homme, tout ça, détournement. Comment vous qualifiez les 7 ans, les 8 ans des mandats de Tshisekedi? En fait, quand on analyse le système politique, c'est un peu le travail que l'on fait, enfin, que j'enseigne à l'université, il y a 2 piliers par rapport au régime africain. Vous avez ce qu'on appelle le pilier sécuritaire et le pilier financier. Et le financier alimente le sécuritaire, le sécuritaire sécurise le financier. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a d'abord contrôlé le système financier. Et le système financier, c'est quoi? C'est essentiellement la production minière. Au Grand Katanga. Le Grand Katanga. 2 systèmes. Prédation directe, c'est-à-dire, au second, j'exploite moi-même, ou je fais du racket. Racket, ça veut dire celui qui a la mine, qui exploite, je lui demande qu'il puisse me donner une partie de ce qu'il gagne pour que, on appelle ça vraiment du racket. Ça, c'est du côté sécuritaire, qu'est-ce qu'il a fait? Il a liquidé tout ce qu'il y avait par rapport à avant pour remettre, entre guillemets, des gens pour lesquels il pense avoir, qui ont plus de loyauté par rapport à lui, en créant non seulement ce système sécuritaire, et puis en ajoutant d'autres cellules, cybercriminalité, je ne sais pas quoi, etc., toute une série d'autres, dans lesquelles il se dit, ben, ça va l'aider, entre guillemets, à pouvoir sécuriser cet appareil. Oui, vous restez ça. Alors, comment ça fonctionne? Donc, par rapport à ça, lorsque vous avez le système financier qui doit alimenter, les moyens de l'État, les moyens que l'État a, ne sont pas suffisants pour pouvoir arriver à bien alimenter et surtout bien nourrir l'appareil qui dirige. Sécuritaire, oui. Alors, on fait de la prédation. Et la prédation, c'est les mines. La prédation, c'est aussi tout ce qui est possible et inimaginable que l'on peut avoir, et on le retire. On a eu les cas, par exemple, les questions d'Ebola, on a eu les questions de Covid, on a eu plein de dossiers comme ça, sur lesquels, lorsqu'il y a des financements qui arrivent, il y a un prélèvement, une espèce de prébande qui est payée à chaque fois, pour chaque projet, à chaque dossier qui soit financier, etc. Et c'est ce système-là qui existe à Kinshasa. Et c'est ce système-là, et qui fonctionne de cette façon-là. Oh, maintenant, pour pouvoir, moi, bénéficier de ça, donc je dois faire partie de la prébande. Il faut faire une allégeance. Il faut faire une allégeance. Il faut faire une allégeance pour espérer avoir des miettes qui vont tomber aussi dans mes mains. Pourquoi l'Union sacrée a pu siphonner les gens de Kabila? Ce n'est que ça. Ce n'est que ça, en disant, oui, voilà, si vous êtes avec moi, vous allez avoir ceci, je vais vous donner ceci, je vais vous donner ceci, laissez Kabila, et on a eu ce basculement. C'est une gouvernance dangereuse, ça. C'est un homme très dangereux pour le pays. Au fait, le pays n'est pas, je m'excuse, le pays n'est pas gouverné. Le pays n'est pas gouverné. Ça, il faut pas être aveugle pour se rendre compte que le pays n'est pas gouverné. Vous pouvez imaginer qu'en plein problème d'Ebola, les médecins ne sont pas payés, et que vous envoyez des gens pour aller faire la riposte sans qu'ils ne soient payés. Les infirmiers ne sont pas payés. Et c'est en zone prioritaire mondiale, s'il vous plaît. En zone prioritaire mondiale. Hein, et que vous ne payez pas les personnels médicaux. Et que les personnels médicaux doivent se mettre en grève pour pouvoir faire la riposte. Non. Les militaires qui vont au front, qui ne sont pas payés. On vous amène des drones, on vous amène du matériel que les militaires congolais ne savent pas utiliser. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On amène des mercenaires. Alors, quand on amène des mercenaires qui vont être à la place des militaires congolais. Oui, on a acheté en Chine des drones. Oui, on a acheté des nouveaux matériels militaires. Mais il faut avoir du personnel qui va utiliser ces matériels. Or, quand vous regardez les formations que l'on a au niveau de l'armée congolaise, ça ne colle pas
nécessairement, avec ce qu'on annonce des fois, très souvent dans les médias. Et vous vous rendez compte, oui, c'est pour ça qu'on a des mercenaires, parce que les mercenaires qui sont en mesure de pouvoir utiliser tous ces matériels. Et alors, quel effet ça puisse faire au niveau des troupes? Le mercenaire, vous savez combien il est payé? Les chiffres ont été donnés par les différents groupes qui sont en charge du recrutement de ces mercenaires, entre 8 000 et 10 000 dollars par mois. Le militaire, il a combien? Entre 70 et 150 dollars par mois. Alors, vous voulez, à ce moment-là, parler de gouvernance et de gestion? Non. Prenons Kinshasa aussi. Comme on parle de gouvernance, parlons de Kinshasa. Je vous assure, Kinshasa n'est pas gouverné, n'est plus géré. Les déchets, la circulation, tout, l'eau, l'électricité, rien. Ça ne fonctionne pas. Et que même la pollution, vous arrivez, les gens tombent malades rien qu'en atterrissant à Kinshasa. En atterrissant à Kinshasa, vous tombez malade parce qu'il y a une pollution terrible. Quand il pleut, on voit bien ce qu'il y a quand il pleut. Ce n'est pas normal, parce qu'il n'y a pas de système de gouttage, il n'y a pas de système de coulement, il n'y a rien, il n'y a pas de système de collecte de déchets, etc., etc. Or, tout ceci montre bien que la préoccupation de la gestion n'est pas à la tête de l'État. Or, si la préoccupation de la gestion n'est pas incarnée au niveau du sommet, alors vous avez toute l'architecture qui va ressembler... Est-ce que ça, c'est la responsabilité de Tshisekedi, ou plutôt un héritage de Tshisekedi? Les mêmes tarifs ici, on en a parlé à l'époque de Kabila, quand on parlait des Panama Papers, quand on parlait de la garde républicaine qui faisait les dégâts. Tshisekedi a-t-il hérité de ça, ou il a mis en place ces systèmes-là? Entre les deux gouvernances, parce qu'on parle de l'histoire récente de ce pays, quand on vous met Kabila, quand on vous met Tshisekedi, Bob Kabamba, vous choisissez quoi? Par qui, par rapport à ce que vous dites? Les règles de fonctionnement d'un État. Je vais comparer ça. D'accord? Je vais comparer les règles de fonctionnement d'un État. À l'époque de Kabila, les institutions ont fonctionné, plus ou moins. C'est-à-dire, vous aviez une cour, vous avez une cour constitutionnelle, etc. On a essayé de pouvoir mettre en œuvre ces différentes cours, par exemple, et avec les nominations qui suivaient la procédure telle qu'elle est définie par la Constitution et par les lois. Ces trois cours, ces trois organes de trucs ont fonctionné. Les provinces ont quand même fonctionné avec des budgets, etc. On a fait beaucoup de rapports au niveau du PNUD sur les fonctionnements des provinces. J'étais aussi parmi les experts qui ont évalué la viabilité des provinces avant qu'on des pièces en 36, en 26 provinces. Avant les démembrements des provinces. Et oui, ils avaient des budgets, ils essayaient de mettre en œuvre les différents budgets pour pouvoir faire fonctionner la machine. Mais là, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on remarque? Les provinces n'ont plus de moyens. N'ont pas de moyens pour pouvoir fonctionner. Les députés provinciaux, vous le savez, sont impayés depuis je ne sais plus combien de temps. Les gouverneurs doivent se débrouiller des fois avec des systèmes parallèles pour essayer de faire fonctionner les provinces. Oui, à l'époque de Kabila, ça fonctionnait, mais aujourd'hui... Vous voulez dire quoi? Kabila, c'était mieux que Tshisekedi? Oui, clairement, quand je vois tous les indicateurs, Kabila n'a pas laissé le Congo comme le pays le plus pauvre du monde, où on a l'indice de pauvreté le plus élevé. Tshisekedi est pire que Kabila pour vous? Dans le cas de la gouvernance, c'est clair. Les chiffres sont là. Il n'y a pas photo. Vous n'avez qu'à prendre les chiffres. Prenez les chiffres de la Banque mondiale, du FMI, prenez les chiffres de la BAD. Vous comparez Kabila et comparez Tshisekedi. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Nous sommes le pays qui a le plus haut taux de pauvreté, le seuil de pauvreté au monde, devant le Sud-Soudan. Sud-Soudan qui est en guerre depuis je ne sais pas combien d'années. De Burundi, on vit mieux qu'au Congo. Alors, c'est inimaginable. Alors, quand vous prenez uniquement ces chiffres-là, je pense qu'il n'y a pas photo. En parlant des chiffres, je sais que vous êtes scientifique, vous attardez sur les chiffres. En préparant cette émission, j'ai eu quelqu'un qui me dit tu vas recevoir Bob Kabamba, c'est quelqu'un qui vaut une haine contre Tshisekedi. Ils disent que vous avez une sorte de fachiphobie, c'est comme ça qu'on l'appelle. Et pourtant, quand Tshisekedi a commencé son mandat, vous l'avez couru un peu derrière. Tshisekedi vous a promis le poste de la CENI. Depuis que vous n'avez pas été président de la CENI, Tshisekedi est devenu le diable. Est-ce que vous avez une haine contre Tshisekedi? Parce qu'il se raconte à Kinshasa que... je vais être très clair. Je n'ai jamais été... Que vous avez été très très proche de Tshisekedi quand il est venu et que vous avez... travailler pour devenir président de la Commission électorale nationale indépendante. Tshisekedi vous a promis. Comme dans ses habitudes, il ne respecte pas ses promesses. Depuis là, c'est une haine et tout ce qu'il fait, c'est noir. Là, je crois qu'il y a vraiment des contre-vérités. Tshisekedi est arrivé en Belgique. Il est arrivé en Belgique. Il a été reçu à l'Université de Liège. On l'a reçu. Et il a demandé en disant, devant les recteurs, devant d'autres collègues, parce qu'on avait tous les collègues qui travaillent sur le Congo. Donc, il nous a reçu, on l'a reçu.
Et clairement, je lui ai dit ce que j'avais déjà dit à Kabila en disant oui, nous avons l'expertise ici à l'Université de Liège dans le cadre de la rédaction des textes. Constitution et tout le reste, etc. Nous avons quand même une expertise. Si vous avez besoin de cette expertise-là, nous sommes disponibles. Comme je l'avais fait aussi à l'époque avec Kabila, sans aucun problème. Ben, effectivement, c'était uniquement ça. Et vous n'avez jamais été proche de lui? Non. Parce qu'on dit que vous avez été très proche de lui au début de son mandat. Vous le verrez pratiquement derrière. Il était à Bruxelles. Je pense qu'on s'est rencontrés 2 ou 3 fois. Quand il était à Bruxelles, quand il vivait à Bruxelles, on s'est rencontrés 2 ou 3 fois. C'est tout. D'ailleurs, je pense que c'était à une manifestation de l'UDPS, donc une activité organisée par l'UDPS, auquel on a été invité avec mon collègue Pierre Berriant. On est allé à cette manifestation de l'UDPS. Là, je l'avais rencontré. Et puis une autre fois, je crois par hasard comme ça, à Bruxelles. Mais sinon, je n'ai jamais été prêt. Vous n'avez jamais candidaté à la CENI? Vous ne lui avez jamais demandé le poste du président de la Commission électorale nationale? Je vous ai dit que je l'ai vu à l'université. Parce que c'est ce qu'il dit, hein, que vous êtes haineux depuis que vous avez refusé le poste de la CENI, quoi. Je l'ai vu à l'université. Et la deuxième fois... Ne te fie pas à la sainteté affichée de Bob Kabamba. C'est pas un saint. Il était ici en train de chercher le poste. Quand on lui a pas donné le poste de la CENI, il est devenu plus scientifique, plus critique que tout le monde depuis que Tshisekedi lui a refusé ce poste-là. Je n'ai pas été demandeur. Je n'ai jamais été demandeur par rapport à cette question-là. Je n'ai jamais été demandeur. Tout ce que je fais, c'est une expertise en appui pour faire remonter, pour faire changer les choses, pour que les choses tournent mieux. C'est tout. Et d'ailleurs, je vais même vous dire, j'ai même eu un contrat avec le PNUD à Kinshasa pour justement essayer d'aider le Parlement congolais lorsque Bahati est président et Mbosso, président de l'Assemblée, et Bahati, président du Sénat, pour justement essayer de pouvoir aider ces 2 institutions à mieux fonctionner, à mieux être efficient par rapport à ce qui est demandé par rapport à un Parlement. Je n'ai jamais été demandeur par rapport à... je n'ai jamais déposé de candidature à la CENI. À la CENI. D'ailleurs, tous ceux qui ont postulé, ils sont connus. Tous ceux qui ont postulé, ils sont connus, mais vous ne verrez pas mon nom. Alors, Bob Kabamba, dans ce contexte un peu flou du changement de la Constitution, le président de la République vient d'annoncer un dialogue inclusif. Il dit que pour lui, il donne mandat bientôt à l'Église du Christ au Congo et à l'Église catholique pour appeler les Congolais autour d'une même table. Est-ce que vous croyez à ce dialogue-là? Vous pensez que c'est un recours ultime qui peut aujourd'hui aider le Congo à se sortir de cette situation? Malheureusement, la réponse est non. Je vais expliquer pourquoi. Parce que on est, comme je l'ai dit au début, il est sans mandat. Clairement, il n'y a même pas à discuter, il veut prolonger, il veut glisser. Mais on ne glisse pas n'importe comment. Pour glisser, il faut qu'il y ait un process qui accompagne ce glissement. Et que, oui, vous allez voir effectivement, dans la convocation de ce dialogue, ça va être essentiellement essayer de permettre à Tshisekedi d'aller au-delà de 2028. Ça, c'est ça l'objectif. C'est ça l'objectif. L'objectif du dialogue. L'objectif du dialogue, c'est d'aller au-delà. C'est pour définir les glissements. Oui, définir les glissements, définir les modalités qui vont, entre guillemets, permettre le fonctionnement jusqu'à ce que l'on soit arrivé à organiser les élections. Et pendant ce temps-là, le processus de changement de constitution n'est pas arrêté, comme je l'ai expliqué. Et donc, oui, dialogue, mais le processus de changement... Et si au dialogue, on arrivait à obtenir l'arrêt de sa volonté de changer la constitution, ça sera gagné pour vous? Non, parce que simplement, il y a la loi référendaire. Ça veut dire qu'il y a un soubassement maintenant, dans leur logique, il y a un soubassement logique, juridique, pour pouvoir organiser, bien qu'il puisse y avoir un dialogue, ça n'empêche pas qu'il puisse s'organiser un changement de... Vous voulez dire quoi? Que le dialogue de Tshisekedi est une arnaque? Ça n'empêchera pas Tshisekedi de changer la constitution? Pour ma part, ça ne m'empêchera pas, puisque le processus est déjà lancé et que la machine est déjà mise en route. Vous n'avez qu'à le suivre d'abord lui-même. Suivez aussi tous les groupes qui sont inféodés au sein de l'Union sacrée. Et quand vous suivez tous ces discours, etc., vous allez vous rendre compte de manière claire que oui, si le processus est déjà entamé, le texte, c'est un texte qui sera écrit par quelques-uns à Kinshasa et pour lequel on va pouvoir dire oui, on va le soumettre au référendum. Et puis, le référendum, c'est une élection. Il ne faut pas oublier que le référendum, c'est une élection. Et quand on parle des élections, on va dire quoi? Oui, il y a une partie de la République qui est sous occupation de l'AFCM 23, et que, oui, on peut décider par rapport à la Constitution, par rapport à la partie qui est contrôlée par le gouvernement. 1964, par exemple, en disant oui, on a déjà eu le cas en 1964, pourquoi on ne l'aurait pas dans le cas présent?
Ils vont toujours trouver des arguments pour pouvoir arriver. Et le dialogue n'est qu'une façon, pour ma part, de pouvoir essayer, dans la mesure du possible, de calmer la pression que l'opposition voulait mettre sur ce processus et de faire baisser la pression et de continuer le processus de changement. Donc, ils sont en train de se faire arnaquer, les gens de la coalition C64, qui suspendent leur manifestation pour donner une chance à ce qui est... Oui, la suspension je n'analyse pas de cette façon la suspension de la manifestation qui était prévue le 22. C'est que je pense que les C64 ne sont pas encore... La machine n'est pas encore bien où il est. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore véritablement arrivé à avoir une ligne directrice commune. Et comme ils n'ont pas encore une ligne directrice commune par rapport à ce qu'ils doivent faire pour arriver à l'objectif d'empêcher les changements de constitution, et qu'ils sont en train de se construire, n'oublions pas quand même que ça fait que quelques mois, quelques semaines qu'ils se sont mis ensemble, et qu'ils doivent apprendre à travailler ensemble. Non, mais le 3 et le 8, c'était quand même des grands succès, non? La ville morte. C'est des étapes qui permettent à ce qu'il puisse y avoir un dynamisme, qui puisse fonctionner, que la machine puisse bien tourner. Mais ne vous en faites pas. Mais entre eux, il y a aussi quand même des divergences qui sont fondamentales. Et ces divergences sont des fois des divergences idéologiques profondes par rapport aux objectifs des uns et des autres. Et que pour que cette machine C64 puisse arriver à tourner, de mon point de vue, reporter un peu cette manifestation peut permettre à ce que cette machine tourne. Exemple, vous avez déjà suivi Moïse Katumbi qui appelle à manifester le 22 juillet, mais à Kinshasa, on décide autre chose par rapport à ce que lui, il a communiqué. Et or, il fait partie du C64. Et donc là, véritablement, on voit bien qu'il y a quand même une espèce une machine qui n'est pas encore vraiment bien où il est. Et de l'autre côté aussi, c'est qu'il ne faut pas non plus oublier qu'il y a une machine répressive devant eux. Il y a une machine répressive devant eux. On a vu les manifestations qui se sont déroulées avec le nombre de morts et de blessés qui sont survenus, qui fait en sorte aussi que de leur côté, doivent aussi essayer de juger et de pouvoir peser. Donc c'est quoi? Il ne faut pas les enterrer si vite. Il ne faut pas croire qu'ils se sont fait rouler. Non, je ne pense pas qu'ils se sont fait rouler. Et de plus... Et vous pensez que c'est plutôt une bonne idée de suspendre la manifestation comme ils l'ont fait? Moi, je pense que c'est une bonne idée de suspendre la manifestation comme ils l'ont fait. Et ça va leur permettre d'avoir le temps de pouvoir s'organiser, mieux coordonner, et mieux surtout préparer les mobilisations qui sont à venir. Et de plus, ils vont avoir un allié très important, l'Église catholique et l'Église protestante, parce qu'ils vont suivre le message que l'Église leur a donné. Et ils ont mis un ultimatum. Le 15 août, ils ont mis un ultimatum. Il appartient maintenant du côté du camp présidentiel à pouvoir y aller ou ne pas y aller. Et là, ça leur donne non seulement une espèce de poids par rapport à ça, et aussi au niveau régional, au niveau des pays de la région et au niveau international, ça leur donne aussi un peu de crédit. Je pense que c'est plutôt une bonne chose. Non, mais ils ne perdent pas le crédit au niveau de l'opinion, parce que le peuple en a marre aujourd'hui. Vous entendez tout ce qui se raconte. Oui, tout à fait. Le capital de l'ambiance qui montait, la confiance aujourd'hui, c'est totalement brisé. Les Congolais disent clairement que Tshisekedi est passé par là, peut-être qu'il y a des billets des banques qui sont passés aussi par là. On gagne d'une certaine manière, mais on perd le grand capital public, opinion qu'on avait. Là, je partage votre avis. Effectivement, quand on entend et qu'on lit tout ce qui s'est dit à Kinshasa, ailleurs, Lubumbashi, Kisangani, partout ailleurs, effectivement, tout le monde dit stop, la machine doit s'arrêter. Et que l'incarnation du C64 qui devait porter ça, n'est pas, de mon point de vue, n'est pas encore mûr pour véritablement porter cet engouement. Je ne sais pas si vous me comprenez. Je comprends. Et, oui, ils ont reporté pour le 22, oui, ça a un impact au niveau de l'opinion. Maintenant, ça dépend d'eux maintenant. C'est ce qu'ils vont arriver véritablement à recapitaliser cette force qu'ils avaient. Et ça dépend maintenant de ce qu'ils vont faire, de ce qu'ils vont dire et comment est-ce qu'ils vont le faire pour qu'ils puissent incarner véritablement cette envie de changement que les Congolais expriment depuis plusieurs jours maintenant. Vous dites que le dialogue de Tshisekedi est une arnaque. Vous dites que c'est seulement pour calmer et avoir son petit glissement. On sait qu'il dit que l'objectif est de créer une unité contre l'agression dont est victime le Congo. L'FCM 23 dit qu'il ne viendra pas, Kabila dit qu'il ne viendra pas. Ça me permet de vous amener un peu dans l'Est de la République. Au regard de la situation aujourd'hui, est-ce que vous pensez que le Congo est un pays agressé? Professeur Bob Kabamba, est-ce que le Rwanda est un agresseur du Congo à l'heure actuelle? Ça, c'est le narratif que Kinshasa aime bien entendre. C'est le narratif que Kinshasa aime bien entendre et que lorsque vous parlez de cas contraire, vous devenez rwandais. Bon, ça, clairement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des problèmes à l'Est qui sont des problèmes d'apport, des problèmes locaux. Des problèmes locaux entre ce qu'on appelle des communautaires.
lié dans un premier temps à la question de la terre et à la question des vaches, à la richesse, clairement. Vous avez les vaches, vous êtes riche. Vous avez les terres, vous êtes riche. Et l'appropriation de ces richesses crée qu'il puisse y avoir véritablement des affrontements entre communautés. Et ça a existé depuis toujours. Les communautés rwandophones contre les autres communautés. Et au sein même de la communauté rwandophone, vous avez les Tutsis, vous avez les Hutus, vous avez les Twa. Ça, on les oublie par moments, malheureusement. Or, ces dynamiques communautaires ont toujours existé, ont eu des antagonismes. Mais ces antagonismes n'ont pas été bien gérés par l'État et commencent à monter de niveau. Au fur et à mesure que ces antagonismes montent de niveau, on arrive par exemple à la violence. Et lorsqu'on arrive à la violence entre communautés, on va s'armer pour se protéger. Et quand on s'arme pour se protéger, on crée des milices. Et lorsque l'on crée des milices, pour pouvoir se protéger ses vaches, protéger ses terres, etc., etc. Et on crée des milices et on crée cette dynamique-là. Alors, lorsque c'est à ce niveau-là, on peut dire c'est encore gérable. Maintenant, le fait, c'est qu'il y a maintenant ce qu'on appelle une dimension régionale, c'est-à-dire que vous avez des pays limitrophes qui viennent s'immiscer, qui viennent dans cet antagonisme-là. Et en venant dans cet antagonisme-là, on crée ce que nous sommes en train de connaître depuis maintenant plusieurs années, cette bouillabaisse, cette conflagration sécuritaire dans cette partie. On ne voit souvent que la partie Kivu, mais montez un peu plus au nord avec la partie Ituri, vous allez vous rendre compte que c'est aussi la même dynamique. Vous vous souvenez par exemple de l'opération Artemis avec les Français, etc., etc. Toute cette dynamique-là, oui, elle a toujours existé, mais elle n'a pas été bien gérée. Et maintenant, lorsque on a une dimension régionale, on a véritablement cette déflagration sécuritaire au niveau Vous ne répondez pas à ma question. Le Rwanda agresse-t-il le Congo? Parce qu'on dit quand même que le tout dernier rapport des Nations Unies, les experts y parlent de 7 à 10 000 hommes rwandais qui sont en RDC. Oui. La FCM 23, ce n'est plus, c'est un secret des polichinelles et soutenu par le Rwanda. Est-ce que le Rwanda est un pays agresseur? C'est là aussi ce qu'on vous reproche. Vous êtes un scientifique connu, mais quelqu'un qui défend d'une certaine manière le Rwanda contre le Congo, quelqu'un qui parle des narratifs congolais, mais qui, lui, il refuse les narratifs congolais, mais qui adopte les narratifs rwandais. Le Rwanda est-il un pays agresseur, pour M. Bob Kabamba? Je vais vous répondre de manière sans ambiguïté. Ok. Le M23 vient d'où? Le M23 ne vient pas du Rwanda. De l'Ouganda? Ils viennent de l'Ouganda. Ils ne viennent pas du Rwanda. Ils viennent de l'Ouganda. C'est l'Ouganda qui a permis le M23 de pouvoir prendre Bunagana. C'est l'Ouganda qui a permis la logistique au M23 pour rentrer au Congo. Et ça, on ferme les yeux comme si c'est le Rwanda. Non. Et le Rwanda est entré. Pourquoi ça vous fait mal de tirer sur le Rwanda? Pourquoi ça vous fait mal de tirer la responsabilité du Rwanda? Parce que ça se vend bien. Non. Est-ce que c'est une question de vérité ou question de vente? C'est une question de vente. Et le Rwanda est chez nous, oui ou non? Professeur le Rwanda, il est au Congo. Non, je vais arriver. Acceptez que le Rwanda est un pays agresseur, Bob Kabamba. C'est là le problème. Non. C'est là que Tshisekedi dit que vous êtes un Rwandais, vous êtes un propagandiste du Rwanda. C'est ça le problème. L'Ouganda est aussi agresseur? Je vous pose la question. L'Ouganda est aussi agresseur? Le Burundi est aussi agresseur? Non, l'Ouganda et le Burundi sont rentrés en aval avec le gouvernement congolais. Je vous dis que le M23 vient de l'Ouganda, avec la logistique de l'armée ougandaise. C'est la logistique de l'armée ougandaise qui a permis au M23 de prendre Bunagana. Et que le Rwanda est entré en action uniquement lorsqu'ils ont permis à ce que les autres réfugiés qui étaient au Rwanda puissent rejoindre les anciens M23. Parce qu'il y a deux ailes. Il y avait l'aile Ouganda et l'aile Rwanda. Et l'aile Ouganda qui a commencé la guerre avant que l'aile du Rwanda vienne les rejoindre pour faire maintenant le bloc M23 et continuer à avancer. Oui, l'Ouganda appuie le M23. Oui, le Rwanda appuie le M23. Oui, c'est une vérité. Oui, c'est une vérité. Oui, le Rwanda est chez nous. Oui, l'Ouganda est aussi au Congo. C'est bien de le trouver comme ça pour essayer de relativiser. Je suis d'accord avec vous. Hein. Le Rwanda est bel et bien chez nous. Le Rwanda soutient bel et bien le M23. Oui, le Rwanda soutient le M23. Et il y a environ 10 000 militaires rwandais chez nous. Alors oui, sur les chiffres, je sais pas. C'est le tout dernier rapport des experts des Nations Unies. Les rapports des Nations Unies. Ils parlent de 7 à 8 000. 7 à 10 000. C'est pas une vérité. C'est pas une Bible. En fait, c'est 5 personnes qui écrivent ça à partir de Bruxelles et à partir de Londres, pas sur place. D'accord? Pas sur place. Et qui se fient à ce qu'on appelle des témoignages indirects. C'est-à-dire qu'on interroge des gens de manière indirecte pour essayer d'écrire le fait. Et que quand vous lisez, vous devez lire aussi la méthodologie, comment est-ce que ces chiffres-là sont arrivés. Ce sont des estimations. Pour ma part, 10 000 hommes, s'il vous plaît,
c'est une armée organisée. L'armée rwandaise, nous le savons tous, que c'est parmi les meilleures armées du continent. Organisée. 10 000 hommes, de vous à moi, ça fait plus que 10 bataillons. 10 bataillons déployés en RDC, ça veut dire qu'il faut toute une machine pour pouvoir prendre en charge, effectivement, ces 10 000 hommes. C'est des militaires qui sont formés. Ils doivent manger, ils doivent faire les rotations, etc., etc., etc. Je ne lis pas qui ils sont, mais le chiffre, moi, je doute sur les chiffres. Au Mozambique, ils sont 2000 militaires rwandais, mais qui ont derrière eux 4000 en soutien pour les 2000 qui sont déployés. C'est-à-dire toute la machinerie qu'il faut pour que les hommes, entre guillemets, les militaires, fassent le travail. Et c'est là où le chiffre, moi je ne dirais pas jusqu'à 10 000, ils sont au Congo, et puis ils sont spécialisés dans certaines tâches. Par exemple, toutes les tâches liées aux nouvelles technologies. Ce n'est pas le M23 qui va pouvoir arriver à mettre en place une politique de drone, par exemple. Il faut avoir une formation pour pouvoir le faire. Or, les formations que l'on voit dans les images et les réseaux sociaux de la FC-M23, il est clairement établi que ce ne sont pas ces militaires-là qui vont, entre guillemets, arriver à avoir véritablement toute la capacité de pouvoir faire fonctionner toute cette nouvelle technologie. Oui, ils sont en appui. Et c'est clair, c'est même pas à discuter. Il y a les frontières qui sont là. Et quand ils sont là, les frontières, de plus en moins, il y a des gens qui passent dans tous les sens. Oui. Professeur Bob Kamama, quelle est la responsabilité du Rwanda dans ce qui arrive au Congo? Il y en a qui disent que le Rwanda entretient le flou et le prétexte des FDLR pour continuer à agresser le Congo et piller. Le Rwanda s'est construit sur l'or, sur le coltan, sur les cassiteries, sur les richesses du Congo. Le Rwanda pille le Congo. Vous répondrez comment aux gens qui tiennent cette thèse-là? Là, je vais vous dire encore, les chiffres. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Ce n'est pas compliqué. Allez chercher les rapports de la Banque nationale du Rwanda. Prenez les rapports de la Banque nationale du Congo. Prenez les rapports de toutes les banques pour voir exactement ce qui vient du Congo et qui est exporté par le Rwanda. Vous allez voir les 3T, dont on parle beaucoup. Vous allez voir les chiffres de ce que ça représente en termes de chiffres, et de ce qui sort, même si le Rwanda produit aussi un petit peu, prend un petit peu du côté congolais aussi, qui transitait déjà depuis toujours, ça transitait même depuis Kabila, avant Kabila, à l'époque de Mobutu, on a toujours eu ces circuits. Ces circuits-là, Burundi, Rwanda, Ouganda, Kenya, il y a toujours eu ces circuits-là qui ont toujours existé. On appelle ça les routes commerciales des minerais. Ça a toujours existé. Et alors là, vous allez avoir véritablement les chiffres qui parlent. Le chiffre qui parle le plus, c'est l'or. C'est l'or que vous allez voir que c'est plus de 900 millions de dollars que le Rwanda tire par rapport à l'exploitation de l'or par le Rwanda. 900 millions. Lorsque je compare, pour encore relativiser par rapport à ce que vous avez dit, par rapport à l'Ouganda, je vous assure, là c'est la catastrophe. C'est la catastrophe, c'est des chiffres qui dépassent tout entendement. L'Ouganda est le premier exportateur d'or d'Afrique. Ils n'ont pas de mine. D'où vient cet or? Du Congo. L'Ouganda a doublé sa production de café. D'où vient ce café? Au Congo. A doublé sa production de cacao. D'où vient le doublement? Du Congo. Et comme c'est l'Ouganda, on ne regarde pas, on ferme les yeux, c'est l'Ouganda, ça ne paye pas, mais le Rwanda, ça paye. Oui, effectivement, il y a toute une série de flux qui quittent le Congo vers le Rwanda, tout comme il y a des flux qui quittent le Congo vers l'Ouganda, et même le Burundi, la Tanzanie. Alors, si je compare maintenant, je vais comparer maintenant autre chose. Les chiffres du Rwanda, que je viens de comparer avec les chiffres de l'Ouganda, donc le Rwanda, c'est peanuts par rapport à l'Ouganda. Maintenant, je descends du côté du Katanga. Lorsque vous voyez ce qui se passe dans cette région, mais c'est hallucinant. C'est vraiment hallucinant. Vous savez que les valeurs des marchandises, vous les avez où? Je les ai à la Banque nationale de Tanzanie. D'accord? La Banque nationale de Tanzanie qui parvient à pouvoir chiffrer la quantité de minerais qui passent par Dar es Salaam pour aller sur le marché international. Et là, vous avez des chiffres hallucinants. C'est des milliards. 8 à 14 milliards de dollars par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. 8 à 14 milliards de dollars par an qui quittent le Katanga par la Tanzanie. Et qui vont où? Chine, Malaisie, etc., etc., etc. Oui. Est-ce que tout cet argent-là va profiter aux Congolais? Vous connaissez le Katanga, la route de Kaountse-Malessa,
Vous connaissez tous les villages qu'il y a partout là-bas. Des fois, pas d'électricité, pas d'eau potable, pas tout ce que vous pouvez imaginer. Et pourtant, il y a entre 8 et 14 milliards qui sortent chaque année. Et là, je ne prends que le cas de la Tanzanie, donc le port de Dar es Salaam. Je ne prends pas d'Urban, je ne prends pas les autres voies de sortie, je ne prends que celui-là, parce que ce sont les chiffres que j'ai eus à Dar es Salaam quand j'y étais, et je suis allé même visiter le port pour se rendre compte de quoi est-ce qu'on parle. Et lorsque vous allez, vous voyez de quoi on est en train de parler, le Rwanda, c'est minuscule. C'est minuscule. On reste dans l'Est de la République. Oui. Il y a une guerre là-bas, menée par l'FCM 23. La question du statut et du combat que ces gens-là mènent aujourd'hui pose un problème, soulève débat. Bob Kamamba, est-ce que c'est des révolutionnaires, c'est des rebelles, c'est des pantins ou quelle est la nature Comment vous analysez les combats que ces gens de l'FCM 23 mènent? Kinshasa dit que c'est des véritables pantins, des marionnettes qui sont au service du Rwanda. Eux, ils disent que nous sommes des révolutionnaires qui luttons pour notre pays contre la dictature et la tyrannie des Tshisekedi. Vous, Bob Kamamba, vous dites qu'ils sont qui? Il y a une espèce de mixture des revendications qui font une particularité, et je ne dirais pas des pantins. Parce qu'il y a déjà un problème de fond que je vous ai expliqué, un problème de fond qui existe, etc., et tout ça, et que les différents groupes qui se sont constitués depuis maintenant plusieurs années. Oui, ce problème-là existe toujours. C'est les revendications de rwandophones. C'est les revendications de Tutsis rwandophones, pas que de Tutsis, d'ailleurs, il y a aussi les Hutus rwandophones, de Hutus congolais qui sont au Congo, et qui le vivent aussi, et qui réclament leur identité, leur congolité, et pour lesquels toute une série quand même de faits essayent de les mettre à côté, de ne pas les considérer comme des Congolais. Il y a cette revendication-là qui existe. Et cette revendication, elle est portée par les armes et pas uniquement par le discours. À cela viennent s'ajouter d'autres quand même, d'autres personnes qui ont un autre discours de dire oui, vous avez ces revendications-là, mais nous aussi on a des revendications qui sont au-delà de ce que vous avez comme revendication, notamment liées à la corruption, à la mauvaise gestion, etc. À la tyrannie, à la dictature, etc. Et vous avez ces deux mixtures, une sorte de constellation des revendications, et qui doivent vraiment s'embriguer et pour en faire une cause commune, et que cette cause puisse véritablement permettre à ce mouvement de pouvoir avancer. Et c'est là où, quand je lis, je regarde, par exemple, quand je vois l'engouement des jeunes, de certains jeunes qui viennent de la diaspora, j'ai vu des gens de la diaspora, j'ai vu des gens qui viennent d'autres provinces et qui vont rejoindre là-bas, ce n'est pas par rapport à la revendication de rwandophones, mais c'est par rapport à d'autres revendications. Maintenant, il faut que ces deux revendications-là arrivent à s'émixer et à en faire qu'une pour que ce soit mieux approprié. Et c'est là, c'est pas le cas. Oui, c'est là la difficulté qu'il y a de ce qu'on appelle la perception que l'on a de cette rébellion. C'est ça, en fait, la difficulté qu'il y a de la perception de cette rébellion. Et même au niveau des partis qui sont contrôlés par la rébellion, il y a toujours cette perception-là. En disant, oui, ce sont les rwandophones qui veulent imposer leur congolité. Et que les autres ne sont que des pantins pour pouvoir justifier cette congolité-là. Et cette perception, elle est là. Je lis les rapports de la société civile, je lis les rapports des journalistes. C'est d'ailleurs sur ça aussi que le narratif du gouvernement s'appuie. Patrick Mouyaya et les autres. Oui. Et un mouvement qui doit s'approprier une revendication, ce n'est pas du jour au lendemain, ça se construit. Et il faut que la population s'approprie cette revendication. Et si la population ne s'approprie pas cette revendication, c'est compliqué pour une rébellion de pouvoir véritablement s'asseoir, consolider et essayer d'avancer. Vous leur donnez quelle chance? J'étais la semaine passée avec Colette Brackman ici. Elle dit qu'elle ne va pas arriver à Kinshasa. Elle dit si elle doit arriver à Kinshasa, ça sera sur les camions du Rwanda. Le patron de ces mouvements-là, M. Corneille Nangaa, qui a dit sur CNN qu'il sera président de la République. Colette Brackman a dit que c'est dans sa tête. Il est en train de rêver, il ne sera jamais président de la République. Bon, Kamamba, vous pensez que ces gens ont la capacité, Nangaa et ses hommes, d'arriver à Kinshasa? Vous voyez Nangaa dans la posture du président de la République demain? C'est-à-dire, ici je n'irai pas dans l'analyse en disant qu'ils vont arriver à Kinshasa. Le fait est que, au fur et à mesure que l'espace contrôlé se consolide, au fur et à mesure, peut-être s'ils avancent, au fur et à mesure, il ne sera même pas besoin de pouvoir arriver à Kinshasa, puisque une fois qu'ils avancent, ils vont créer une tension à Kinshasa. Et la tension à Kinshasa va faire en sorte qu'il va y avoir certainement à Kinshasa des tentatives de récupération d'une façon ou d'une autre le pouvoir. Ça, c'est
classique. Donc avant, C'est classique. Kinshasa va exploser de lui-même. Oui, Kinshasa exploserait de lui-même parce qu'on a déjà vu ce genre de phénomènes au Tchad. On a vu ce genre de phénomènes au Mali. On a vu ce genre de phénomènes dans beaucoup de pays, effectivement. Donc s'ils prennent par exemple le Katanga aujourd'hui, ça va être... S'ils prennent le Katanga, c'est fini. Kinshasa, c'est fini. Ça veut dire qu'on met la main sur... Ils vont mettre la main sur le coffre-fort et en mettant le coffre-fort, comme je vous ai expliqué, que le pilier financier, c'est les mines. Et si vous mettez la main sur les mines, donc vous mettez la main sur les piliers financiers. Et vous mettez la main sur la sécurité. Et de cette façon-là, le régime va s'écrouler. Donc vous l'analysez pas en termes de Kinshasa. Mais maintenant, quelles sont les voies des solutions? Comment voyez-vous la fin de tout ça? On a signé des accords avec Washington, ça marche pas. Ils sont à Doha, ils sont à Montreux. Quels sont les mécanismes, des solutions qu'il faut mettre en place pour finalement sortir le pays de cette partie-là, de ces gouffres-là? D'abord, il faudrait que les gens comprennent qu'il faut solutionner le problème. Et solutionner le problème, c'est facile à dire, mais chacun a sa façon de pouvoir solutionner le problème. Kinshasa veut la guerre absolument, à tout prix, et pour pouvoir dire que non, ils ont solutionné le problème par la guerre, on a gagné, etc. La gloire. Et ça, c'est Kinshasa. Tout ce que vous dites, processus, etc., et tout ça, n'est que des paravents pour calmer, essayer dans la mesure du possible de toujours essayer d'arriver à cet objectif. Par ailleurs aussi, il ne faut pas oublier, négliger. Je vais vous parler de la prédation. Vous imaginez, vous pensez qu'on achète des armes, on achète toutes les armes, on les achète avec l'argent du Congo sans qu'il ne puisse y avoir de bénéficiaires. Et il doit y avoir des bénéficiaires. Ça veut dire que s'il y a la guerre... La guerre est devenue un commerce? La guerre est devenue un commerce. Ça veut dire, oui, nous allons commander des armes, des Kalachnikov, des munitions. OK, au lieu de facturer 1 euro, ben, on va facturer 4 euros. Et les 3 euros, ben, on va se les partager. Le système, il est là. Ça veut dire que je n'ai pas intérêt à ce que... Donc Kinshasa, aujourd'hui, n'a pas intérêt de voir la guerre s'est terminée. Ben, Kinshasa n'a pas intérêt à voir la guerre s'est terminée parce que, cette guerre permet, entre guillemets, de justifier toute une série de choses qui sont injustifiables, va peut-être aussi dire que non, il n'y aura pas d'élection parce qu'il y a la guerre. Malgré ça, on veut quand même faire le référendum au passage. Va justifier le fait qu'on ne fait pas ceci, on ne paye pas les militaires, on ne paye pas les fonctionnaires parce qu'on doit faire la guerre. Va justifier la prédation par rapport aux entreprises minières en disant donnez votre contribution pour la guerre, etc., etc. Oui, c'est une manne financière qui va permettre à ce qu'il y ait cette pré-vente puisse continuer à pouvoir s'enrichir au vu et au su de tout le monde. Donc tous ces forums, les accords de Washington, tout ça, Montreux, tout ça, vous ne croyez pas, ça n'apportera pas. Ça n'apporte pas de solution. Parlons des accords de Washington. Est-ce que vous pouvez vous imaginer qu'on met un accord qui n'existe pas? L'accord n'a été ratifié qu'il y a quelques jours. Et alors, vous imaginez qu'on a commencé à mettre un accord qui n'existait pas dans l'ordre congolais. Et comme il n'existait pas dans l'ordre congolais, comment voulez-vous mettre en place me dire qu'un accord est en train d'être appliqué? Non. Vous allez appliquer ce qui n'existe pas. Pour que ça puisse exister, il faut que ça soit ratifié. Comment voulez-vous... Allez, par exemple, dites non, vous êtes marié. Vous vivez avec votre femme. D'accord? Vous vivez avec votre femme. Vous dites, comment je suis avec ma femme, je suis marié. Mais vous n'êtes pas passé devant le maire et signé les papiers. Et ce n'est pas votre femme. Elle sera votre femme quand vous serez marié. Vous allez marier légalement. Mais c'est la même chose. J'ai signé un papier à Washington, mais ce papier-là, mais il faut qu'il rentre en vigueur. Il faut qu'il rentre en vigueur. Il faut que je le ratifie. Il faut que je le ratifie. Et je l'ai ratifié il n'y a pas longtemps. Et donc voilà, c'est vraiment de la fumée, de la photo. Et c'est ça. Donc pour vous, Bob Kabamba, on ne croit pas aux États-Unis, on ne croit pas à ces forums. Donc la cacophonie va rester, ça restera comme ça. Malheureusement, c'est ce qu'on est en train d'observer depuis plusieurs années, mais cette cacophonie reste et devient même un mode de gouvernance. Et ça devient vraiment un mode de gouvernance. Madame, monsieur, vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Je rappelle que l'invité de ce soir, c'est le professeur Bob Kabamba. On va bientôt finir cette émission. Méditons. Professeur, il y a quand même un acteur important aussi de tout ça. C'est monsieur Kabila. Quel avenir vous lui donnez? Le rapport des Nations Unies dit, les experts disent que c'est bel et bien lui qui serait le patron de l'FCM 23 et qu'il serait même sur le point de mettre en place une méga structure. Il y a des sanctions qui ont été apportées contre lui. Quel rôle voyez-vous Kabila jouer dans l'avenir quand on sait qu'il a été condamné à mort au Congo et que ses biens sont aujourd'hui dilapidés, etc., etc. Plusieurs choses importantes à pouvoir dire. Par rapport à la question, là encore une fois, le rapport des Nations Unies, ils ont utilisé le conditionnel. Il faut bien lire les choses serrées. Ils n'ont pas dit « et », serait, etc., 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 etc. Et c'est toujours la même chose quand on veut faire dire un rapport ce qu'il ne dit pas, on le fait de manière claire. Alors,
là où, en analysant le fonctionnement justement de l'AFC M23, et que si c'était Kabila qui était le patron donc, de ce mouvement rebelle, je crois que les antagonismes dont je parlais auraient disparu et auraient pu arriver à avoir ce qu'on appelle une appropriation claire de la revendication. Vous parlez de fonctionnement, vous reviendrez sur Kabila. Ça fonctionne mal, l'AFC M23. On rapporte quand même qu'il y a beaucoup de dégâts là-bas, il y a beaucoup de désordres. Ils ont été également sanctionnés. Le rapport de Human Rights Watch, les rapports des Global Witness. On raconte qu'il y a beaucoup de cacophonie au niveau de la direction. On ne comprend pas les M23, c'est quoi. Vous-même, vous parlez de fonctionnement. Qu'est-ce que vous reprochez au fonctionnement de l'AFC M23? Ça part des revendications, comme je vous ai expliqué. Donc, je parle de la gestion actuelle des gens qui dirigent les mouvements, des gens qui dirigent l'administration sur place. Dans ce quand vous lisez, j'ai lu les différents textes qui concernent donc l'AFC M23, vous allez voir, il y a deux pôles. Il y a le pôle militaire et le pôle politique. Le pôle politique, c'est le colonel Nanga qui le dirige, et le pôle militaire, c'est le général Makenga qui le dirige. Or, on est dans une situation de rébellion, ça veut dire de guerre, ça veut dire que le pôle sécuritaire doit être devant le pôle politique, et le pôle politique doit accompagner le pôle militaire. Ouais. Et donc, le pôle politique, son rôle, c'est de pouvoir, entre guillemets, mettre sur la table les revendications que les militaires vont porter. D'accord ? Maintenant, cette dimension-là, cette dynamique-là, c'est là où on a cette vision. Une sorte de cacophonie, là. On a cette espèce de cacophonie. C'est le militaire qui est numéro un. Dans toutes les rébellions, c'est le militaire. Ah, donc Makenga doit être considéré comme le chef de cornet, Nanga? Pas vraiment, parce qu'il dirige tous les systèmes, on va dire, dans le fonctionnement, dans le système de fonctionnement sécuritaire. C'est le patron, c'est Makenga, le général Makenga, qui est le patron. Parce que c'est lui qui est dans les zones opérationnelles. Et c'est lui qui fait la guerre, et c'est lui qui mobilise tous les moyens pour faire la guerre. Donc ceux qui disent que Nanga est là comme marionnette en train de lire les communiqués, ils ont raison alors. Hein? Non, il est là comme un lecteur de communiqués, un lecteur de discours. Non. Nanga est politique, comme je vous dis, il doit politiser les revendications. Il doit faire légitimer les revendications. Est-ce qu'il réussit ces coups-là? Dans son rôle politique. Est-ce qu'il réussit ces coups-là? J'assure que ce n'est pas facile. Mais parce que bon, il y a pas, on dit de lui qu'il devait venir apporter des gros poissons. Il y a aucun gros poisson en politique qui a suivi Corneille Nangaa, etc., etc. Vous reconnaissez que c'est pas facile pour lui, hein? On comprend si vous le dites comme ça. Oui, non, ce n'est pas facile parce que une rébellion, c'est d'abord les militaires. Le politique n'est pas numéro un. Je ne sais pas si vous comprenez ça. Ouais. Dans une rébellion, on a toujours le sécuritaire qui est numéro un. Le politique accompagne le sécuritaire et le politique, on va dire, présente les revendications. Le politique vend la rébellion. C'est son rôle. C'est le rôle de Corneille Nangaa. Il doit vendre la rébellion. Oui, il doit vendre la rébellion, il doit bien la vendre et il doit permettre l'appropriation. Ce n'est pas les militaires, c'est lui qui doit le faire. Et est-ce qu'il y arrive difficilement? Oui, il arrive difficilement à pouvoir le faire, puisqu'il y a dans des zones où j'ai lu, par exemple, certaines parties du Sud Kivu, où quand même, il n'y a pas véritablement appropriation du combat qui sont menés au niveau de certaines populations. Ça, c'est clair. Il suffit de lire et d'écouter un peu tout ce qui s'est dit dans cette partie. On revient sur Kabila. On parlait de Kabila. Vous disiez donc, je disais ceci par rapport à Kabila. Et donc, si c'était lui qui était à la tête de ça, on n'aurait pas ce genre de division, on aurait une direction commune et ça pourrait avancer du fait de son statut et de son poids. Et par ailleurs aussi, il y aurait déjà, de mon point de vue, véritablement une espèce d'engouement des militaires, par exemple des militaires katangais, des militaires swahiliphones qui sont stigmatisés à Kinshasa, qui certainement rejoindre les mouvements. Aller rejoindre le mouvement sans aucun problème, parce qu'on sait très bien que quand c'est lui, c'est la dimension nationale. Ce n'est plus une dimension que l'on a actuellement. Ce serait une dimension nationale qui prime, qui serait au-dessus de toutes les autres revendications et une légitimité beaucoup plus grande. Et donc, comme ce n'est pas le cas, donc c'est pour ça que la rébellion, elle est là où elle est aujourd'hui. Ça, c'est un premier élément. Deuxième élément, il y a aussi un élément, c'est que oui, il veut rester un acteur actif pour son pays. Quand je lis ses discours, quand j'entends ses interviews, clairement, son objectif est de pouvoir remettre le Congo en état. Et quand on veut remettre le Congo en état, ça veut dire qu'on a envie de pouvoir jouer un rôle clé dans cet objectif-là. Et par rapport à ça, oui, il est un acteur qui compte dans ce pays. Il est un acteur pour lequel, de mon point de vue, il peut encore apporter beaucoup de choses. N'oublions pas qu'il a mis fin à la guerre. Ça, on oublie souvent.
Il a mis fin à la guerre avec le MLC, RCD, etc. Il a permis au Congo de pouvoir exister, de pouvoir être uni. Il a permis au Congo de pouvoir avoir une armée, etc., de pouvoir ne plus avoir de dettes au niveau international. Tout ça, ça existe. Ben, oui. Donc vous lui donnez encore un avenir pour ce pays. Kabila, c'est pas un has-been comme on... Non, c'est pas un homme terminé. Il y a 3 pôles. Il y a le pôle 1, gouvernement, Tshisekedi. 2, l'opposition armée. 3, l'opposition politique. Et dans l'opposition politique, c'est disparate. Et que dans cette opposition disparate, il est impératif, de mon point de vue, pour pouvoir arriver à avoir véritablement pesé, qu'il puisse y avoir cette dynamique qui peut porter ça. Mais malheureusement, toutes les structures, toutes les tentatives qui sont menées pour qu'ils puissent arriver à fédérer cette dynamique opposition non armée ne semblent pas prendre. On a souvent la RDC, il y a eu plusieurs tentatives, etc., et qui ne permettent pas de pouvoir véritablement dire que la mayonnaise va non, mais vous ne la voyez pas chef de guerre d'une rébellion. Non, hein, est-ce que vous pensez que c'est probable? Ça peut arriver que Kabila... C'est difficile lié à son statut. C'est difficile lié à son statut d'ancien président. Tous les anciens présidents qui ont eu ce genre de cas, je parle par exemple à Rawlings, lui, il avait fait un coup d'État directement. Il n'a pas fait une rébellion. Il a fait un coup d'État directement. Lorsqu'il a remarqué que les politiciens civils ne savent pas gérer le pays, il a refait un coup d'État. Il a fait un coup d'État 2 fois. Donc, une première fois, il remet le pouvoir aux civils. Les civils rentrent dans une dynamique un peu folle. Il refait un deuxième coup d'État pour pouvoir remettre véritablement le Ghana sur les bons rails. C'est ce qu'on a le Ghana d'aujourd'hui grâce à Rawlings. Par ce statut-là, il est difficile de le voir, lui, chef de la rébellion. Mais si c'était le cas, à mon avis, ce serait beaucoup plus facile. Ma lecture à moi, il irait vers un coup d'État s'il veut véritablement prendre la direction du pays. Ce serait plus un coup d'État plutôt qu'une rébellion. Professeur Bob Kabamba, on va terminer cette émission. Vous êtes un spécialiste de la région des Grands Lacs, un belgo-congolais. Quand vous regardez votre pays, le Congo, vous vous dites quoi? Les Congolais vous regardent. Devons-nous garder espoir? Vous pensez qu'on sortira de l'ornière aujourd'hui? Ou pour vous, l'avenir est sombre? Il y en a aujourd'hui qui disent qu'on court droit vers un mur. Comment concevez-vous l'avenir de ce pays? Est-ce qu'il faut encore avoir de l'espoir? Je suis très pessimiste. Moi, je suis très pessimiste par rapport à l'avenir du Kabila a parlé de la soudanisation. Oui, moi, je suis très pessimiste par rapport à ce que je lis, par rapport à tout ce qu'on fait comme recherche dans tous les sens. Et que je suis vraiment pessimiste, c'est que le Congo est en train vraiment d'aller vers une déliquescence. Et cette déliquescence va être difficile à pouvoir recoller les morceaux. Et qu'au fur et à mesure que l'on va de mois en mois et qu'on a toute une série de discours que l'on attend à gauche et à droite, et pour remettre tout ça en musique et refaire ce Congo tel qu'il était, je pense vraiment qu'on doit être pessimiste par rapport à l'avenir du pays. Vous pensez qu'on court à... Il y a les risques de balkanisation? Ça peut arriver? La balkanisation, elle est déjà là. La balkanisation, elle est déjà là, puisqu'il y a une bonne partie du pays n'est pas gérée par Kinshasa, et qui a une... Donc, balkanisation dans le sens d'avoir des États comme moi, dans l'ex-Yougoslavie... Pourquoi pas? Parce que tout simplement, quand on parle du référendum, par exemple, la question qu'on en a parlé tout à l'heure du référendum, Kinshasa qui va vers le référendum pour avoir une nouvelle constitution, et que si Goma, il décide en disant que nous, on ne tient pas compte de cette nouvelle constitution, nous restons avec l'ancienne constitution. C'est 2 pays différents, avec 2 règles de fonctionnement différentes. Et c'est tout. Donc, on aura déjà une balkanisation des faits, et qui est déjà là et pourrait être consolidée par les textes. Aussi simple que ça. L'avenir du pays est sombre. Pour moi, l'avenir du pays est sombre, et que si on ne se réveille pas, nous allons continuer à avoir ce genre de débat et à constater de mois en mois la déliquescence de ce beau et magnifique pays qui est le nôtre, malheureusement, et que nous ne savons pas comment nous allons léguer ça à nos enfants et à nos petits-enfants. C'est triste, hein? Mais malheureusement, on doit finir sur cette note un peu lugubre, un peu triste de l'avenir du pays. Bob Kabamba, grand merci d'être passé nous voir. Merci à vous. C'est une première, j'espère que quand on aura besoin de vous, faites-nous honneur de revenir. Ça a été un grand honneur et un grand plaisir de vous avoir. Merci beaucoup. Madame, monsieur, cette émission est complètement terminée. Je rappelle ce soir que notre invité, c'était l'éminent professeur Bob Kabamba, c'est belgo-congolais, qui est donc spécialiste de la région des Grands Lacs et de la République démocratique du Congo. Avec lui, on a fait la lecture de l'actualité en République démocratique du Congo. Grand merci à vous de nous avoir suivis. On clôture donc cette émission ici en direct du studio Kayakez et on se retrouve la semaine prochaine. Bonsoir et à la prochaine. Professeur, merci d'être venu nous voir. Merci beaucoup. Merci.